Bonsoir et bienvenue à cette table ronde intitulée Raviver nos mémoires effacées, préserver nos cultures et nos identités. Je vais avoir ce soir le grand plaisir d'introduire brièvement les thèmes de la table ronde et vous présenter ensuite la modératrice et les intervenantes. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Carolina Topini et je suis doctorante à l'Institut des études genre de l'Université de Genève, ici en Suisse. Je suis d'origine italienne, mais je vis en francophonie depuis 2013. Dans mon travail de recherche, je m'intéresse aux politiques féministes et LGBTQ+ de l'archive, ainsi qu'à l'histoire et à l'actualité des mouvements féministes LGBT dans leurs différentes expressions artistiques, culturelles, politiques. Je suis membre du collectif intergénérationnel Notre Histoire Compte, qui s'est formé en 2019 au sein de l'association L'Estime, association lesbienne et féministe genevoise. L'objectif de ces projets est de collecter et sauvegarder les mémoires de la communauté LGBTQ genevoise des années 70 à nos jours. Ce projet, il est coporté avec l'association française Queer Code et financé par l'agenda 21 Ville de Genève. C'est donc à partir de ce double regard, en tant que chercheuse universitaire sensible aux questions d'histoire, d'archives, mémoire et culture, mais également en tant que féministe impliquée dans les réseaux associatifs genevois, que je me réjouis d'assister ce soir aux échanges qui vont avoir lieu dans le cadre de cette table ronde. Avant de présenter les intervenantes, j'aimerais m'attarder un moment sur les titres extrêmement évocateurs qui ont été choisis pour cette table ronde. Raviver nos mémoires effacées, préserver nos cultures et nos identités. Dans cet intitulé, il y a deux grands concepts qui ressortent et qui sont en quelque sorte imbriqués. Le premier concept est celui d'effacement, dont font l'objet les minorités sexuelles et de genre. Un effacement qui s'opère tant dans les domaines de l'histoire que dans les domaines de la culture. Deux dimensions constitutives de la subjectivité qui ont intrinsèquement à voir avec la manière de se penser et de s'inventer. Le deuxième concept évoqué par les titres est celui de préservation, qui devient dans ces contextes synonyme de résistance et de lutte. Une lutte contre l'invisibilisation et la dépossession de sa culture, de son histoire, de son corps. Cette posture de résistance prend aujourd'hui de multiples formes dans l'espace francophone. Elle est affichée par des collectifs LGBTQ+, qui s'engagent dans la constitution d'archives militantes pour y accueillir des vies et des subjectivités qui ne trouvent pas leur place dans les archives institutionnelles. Je pense, entre autres, au collectif Archives LGBTQ qui s'est constitué à Paris en 2017 pour créer un centre d'archives autonome en Île-de-France. Je pense également à l'association Mémoire des sexualités qui recueille et valorise les archives LGBT sur Marseille. Et je pense également aux archives gays du Québec à Montréal qui existent déjà depuis 1983. Mais il existe aussi d'autres moyens de lutte et de résistance, comme on les verra ce soir au cours de cette table ronde. Ces moyens passent par les productions artistiques, la photographie, la vidéo, les cinémas et aussi l'écriture. Des pratiques qui permettent de questionner les genres, la sexualité, ainsi que l'ordre hétéro-cis normatif. Toutefois, comme nous le rappelle la critique queer, postcoloniale et décoloniale, il ne faut pas oublier que les politiques minoritaires de la visibilité sont également l'enjeu des rapports de pouvoir, liés au genre, à la classe, au contexte géopolitique, à l'histoire coloniale, au rapport nord-sud. À leur tour, ces politiques de la visibilité peuvent exclure, effacer, réduire au silence. Elles sont animées par la créativité, mais aussi hantées par l'absence. Effacement et résistance sont donc les deux fils conducteurs de cette table ronde, qui est modérée ce soir par Cora McQueer, qui est une militante queer et féministe, qui se définit comme femme trans et non-binaire. Au départ, elle s'est faite une place importante sur les réseaux sociaux et c'est dans l'optique de rendre visible la cause trans, queer et féministe, tant visibilisée par les narratives cis-hétérosexistes dominantes. Son militantisme repose essentiellement sur l'art et l'écriture, par les biais desquels elle tend à promouvoir la diversité et l'inclusivité des genres. Son travail artistique, ses composants majoritairement d'autoportraits,
met en œuvre une vision positiviste du corps androgyne et des expressions queer. Par les biais de ses travaux artistiques, Roja tend à briser les tabous liés au genre, à la sexualité et au corps. Dans son usage de la langue, elle questionne également les caractères sexistes et binaires de la langue arabe et du dialecte tunisien. Elle est également membre du comité consultatif des GIDE. Je passe maintenant à présenter les intervenants. Alors, nous avons Wima Askri, qui est activiste queer de la Tunisie. Il travaille avec l'association Majoudine en tant que chargé du projet Asile, un projet pour les réfugiés et les demandeurs et les demandeuses d'asile de la communauté queer en Tunisie. Il est coordinateur de la 3e édition du festival Majoudine, un festival de films queer qui a lieu en Tunisie. Les deuxièmes intervenants s'appellent Soufiane Enani, qui est docteur-chercheur en sciences de la santé à la faculté de médecine et de pharmacie de l'université Hassan de Casablanca. Il est podcasteur et fondateur de la plateforme Machi Rojela, une plateforme alternative pour repenser et questionner les masculinités au Maroc. Il est aussi lauréat du programme du changement social de l'Arab Foundation for Freedom and Equality en 2019. Il est volontaire à l'Association des luttes contre les sida depuis 2016 et cofondateur du collectif Elilé pour la promotion de la pluralité du genre et la diversité sexuelle à travers l'art et la culture. La dernière intervenante s'appelle Sylvie Cachan, qui est cinéaste. Elle a étudié les lettres et la réalisation en cinéma. Sylvie Cachan est directrice générale et artistique de Everybody's Perfect, Geneva International Queer Film Festival, depuis 2017. Ce festival se déroule pendant 10 jours, annuellement en octobre, à Genève, en Suisse. Cet événement offre une programmation sur les thématiques LGBTQ+, avec des films, des invités, des débats, des spectacles, des expositions et des fêtes. Il est soutenu par de nombreux partenaires institutionnels, associatifs et privés. Donc, je me réjouis de vous entendre et je passe donc la parole à Roja pour la modération. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Vous êtes les bienvenus dans cette table ronde. Merci Carolina pour cette introduction merveilleuse. Je suis contente de vous avoir parmi nous et aussi je suis contente d'avoir toutes les intervenantes aujourd'hui présentes dans cette table ronde. Vous savez désormais le thème général de cette table ronde et donc sans trop pas tarder, je vais commencer par Sylvie Cachan du festival Everybody's Perfect à Genève. Et je commence par la première question, c'est à vous Sylvie. Alors, je pars d'un constat qu'on se fait, nous, spécialement dans le Sud, ou peut-être un mythe. On dit souvent que le Nord francophone a parcouru un long chemin dans sa lutte contre l'homophobie, la transphobie, la queerphobie et aussi pour la lutte queer. Et alors, donc, beaucoup pensent que le combat queer dans les pays du Nord, c'est un combat achevé ou accompli. Et alors, donc, d'où vient cette nécessité d'avoir un festival queer dans la ville de Genève? Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à tous les organisateurs et organisatrices. Je voudrais répondre rapidement à cette question. C'est d'abord dire que le festival, je pense, a 2 objectifs principaux. C'est se faire plaisir et militer à la fois. Donc peut-être qu'aujourd'hui, dans le Nord, on est arrivé à une situation plus égalitaire pour les personnes LGBTQ+, dans nos sociétés, notamment en Suisse. Même si on n'a pas encore tous les droits et on est encore en train de se battre pour obtenir des droits identiques aux personnes hétéros. Cependant, n'en demeure pas moins le second objectif qui est de se faire plaisir, de se voir à l'écran, parce que le cinéma a toujours cet impact
magnifique et sublime et certainement inégalé du grand spectacle. On peut se perdre et on peut s'identifier dans une salle obscure et on peut encore se rencontrer nos semblables et encore se connaître entre nous et vivre des moments qui sont des moments de plaisir au-delà des moments de réflexion. Et le festival est un événement de partage qui nous permet justement de se rencontrer. Donc, on ne peut pas dire que le festival répond uniquement à une nécessité politique, mais il répond en tout cas sans doute à une nécessité sociale et je dirais même onirique. Merci Sylvie, merci pour cette clarification. Aussi, on aura des intervenants et intervenantes du Sud qui vont nous clarifier justement par rapport au contexte que nous vivons du Sud. Notamment, j'invite mon ami Wima Askwi du festival QFF, Mawjoudine Queer Festival, de nous parler de cette initiative du festival, aussi en rapport avec le contexte tunisien. Et donc, c'est à vous, Wima, je vous pose cette question. Et on sait bien que le festival a commencé en 2018. Vous avez eu cette première édition en 2018 qui a cartonné, qui s'est fait une place dans la scène culturelle et artistique en Tunisie. Et après, quand même, on avait attendu d'autres éditions. Malheureusement, on sait bien que la crise sanitaire nous a empêchés de plusieurs opportunités de se voir, de se réunir physiquement. Et donc, ma question est pourquoi quand même insister à avoir un festival en présentiel face à cette crise sanitaire et face à de nombreux obstacles? Merci bien. Juste pour mieux répondre à tes questions, ce sera mieux de parler de l'historique du festival. Donc, comme tu as dit, la première édition, c'était en 2018. Et en début, c'était un club qui s'appelle Ciné Existe. Et donc, chaque semaine, les membres de Mawjoudine qui se rencontrent au local de Mawjoudine pour voir un film et avoir un petit débat par la suite. Et après, au moment, on a réalisé un manque énorme de la représentation de la communauté queer de la région sud du monde. Et donc, l'idée était de créer cet espace et de proclamer un espace pour nous, pour le consacrer à la projection des films et des travaux artistiques des artistes et des gens, des producteurs de la région sud du monde pour présenter leur travail et leurs œuvres. Donc, voilà. Donc, il y a eu une première édition en 2018, deuxième édition en 2019 et on est supposé avoir la troisième édition en 2020 qui malheureusement a été reportée en 2021 et on est dans l'obligation de la reporter encore une fois. La troisième édition qui était supposée prendre place en fait le mois prochain en juillet, mais malheureusement à cause de la crise sanitaire et du Covid, donc on était obligé de reporter cette édition. Et exactement, on a reçu beaucoup de questions pourquoi on peut pas avoir cette édition en ligne, mais là déjà, le festival est une opportunité, on l'appelle une fête qui se fait chaque année. Donc, c'est une opportunité pour les membres de la communauté et pour les alliés de se rencontrer, d'avoir un espace où on est libre de s'exprimer, où on est libre de parler de ces sujets tabous qu'on a toujours encore peur d'en parler en Tunisie et dans la région en général. Donc, et on veut toujours que cet espace soit le plus inclusif possible. Donc, avec toutes les restrictions, ça n'aurait pas pu être possible. Et on voulait que ça reste vrai du festival, que tout le monde se rencontre et on crée notre espace à nous et on proclame cet espace pour nous. Donc,
voilà, on était dans l'obligation de reporter en espérant que ce sera très, très prochainement qu'on aura la troisième édition. Donc, voilà. Merci, Luna. Merci pour cette intervention. Aussi, je voulais savoir en quoi est-il important ou primordial d'occuper l'espace public pour des personnes queer, aussi bien pour les personnes queer que pour le reste de la société, aussi pour se familiariser avec cette présence queer lors de cette festivité. Si vous pouvez nous raconter des anecdotes par rapport à ce qui se passe lors de cette festivité, comment les individus queer comment trouvent leur émancipation dans l'espace public, comment elles s'expriment. On veut bien savoir, quand même de près, si vous pouvez nous dresser une image de ce qui se passe. Oui, tout simplement, on peut imaginer une très grande fête pour toute la communauté. Vraiment, c'est une opportunité pour que les gens se retrouvent en un espace qui est safe, qui est sûr pour tout le monde. Déjà, quand on promote le festival dans nos réseaux sociaux, d'habitude, on dit allez, préparez vos habits, préparez vos talents, préparez vos costumes et tout pour que les gens puissent s'exprimer d'une liberté, avec une très grande liberté. Et donc, parfois, on a des gens de la communauté qui viennent, par exemple, dans le premier jour, qui ont encore peur, ou bien c'est leur première fois qu'ils arrivent au festival, qu'ils voient le festival, qui ne sont pas sûrs qu'ils peuvent vraiment être eux-mêmes. Mais après quelques heures, donc voilà, on se rend compte que vraiment c'est un espace très queer, un espace safe pour tous les gens qui y arrivent, un espace qui est plein de diversité et beaucoup d'amour, tout simplement. Ah oui, je confirme de ma propre expérience, parce qu'aussi j'y étais quelques fois, et je pense que la joie et l'émancipation que nous voyons dans les yeux et dans le corps des personnes queer lors de ces jours, et c'est quelque chose de surprenant. Alors, donc, je passe la parole à Sofiane. Cette fois, nous allons basculer pour parler de l'espace virtuel, de l'espace digital, et cela aussi en rapport avec les activités du collectif Lille, dont Sofiane Halimi est fondateur. Et je pars aussi d'un simple constat. En voyant les travaux du collectif, on constate quand même que vous misez sur l'espace digital. Il y a quand même pas mal de publications qui ciblent l'espace ou le public, les internautes. Donc, premièrement, pourquoi ce choix et quels sont les enjeux d'exister justement sur les réseaux sociaux ou dans l'espace électronique et virtuel et digital? Tout d'abord, bonsoir tout le monde, et merci Khoura pour cette invitation, et je suis très très content de partager cet espace avec des activistes de la région et du monde, et du coup, au sein du collectif Lille, nous avons choisi de utiliser l'espace virtuel justement pour faire une promotion de la diversité sexuelle et la pluralité du genre. Ça nous apparaissait très très important d'utiliser cet espace, surtout dans un contexte. Je rappelle que le collectif Lille est actif au Maroc, et du coup c'est vrai que le Maroc est un pays donc parmi d'autres de la région qui criminalise donc les libertés sexuelles en général, mais plus particulièrement l'homosexualité, ou à travers l'article 489 de son code pénal. Et du coup, c'est vrai que dans un contexte pareil, ça reste quand même difficile de pouvoir faire des activités donc dans l'espace public.
ça représente un danger énorme pour les personnes qui peuvent organiser ce genre de manifestations, d'événements, de réunions, mais aussi pour toute la communauté LGBTQI+. Et donc nous, au sein du collectif, justement, nous avons choisi l'utilisation de l'espace virtuel, qui reste quand même un espace assez sécurisé en termes de productivité. C'est-à-dire aujourd'hui, il est quand même clairement plus difficile, donc je donne à titre d'exemple, de lever à titre d'exemple le drapeau LGBTQI+ dans l'espace public que de le mettre sur les réseaux sociaux. Et donc nous, vers le collectif Elite, justement, nous avons choisi d'utiliser cet espace pour faire des productions dans le but de la promotion de cette diversité et pluralité, mais aussi donc pour sensibiliser, informer, faire des campagnes de lutte. Après, déjà, le premier avantage, comme je viens de le dire, est tout d'abord de pouvoir faire donc des manifestations en toute sécurité. Il y a aussi l'avantage de pouvoir cibler beaucoup de monde. C'est quand même un outil qui n'est pas relativement pas coûteux par rapport à d'autres manifestations dans l'espace public, mais aussi de travailler d'un point de vue régional, c'est-à-dire au niveau du Sud. Je donnerai un exemple. Je crois que, par exemple, pour le collectif Elil, ça aurait été beaucoup plus difficile d'inviter et de pouvoir écouter Khoura au Maroc parler de son activisme que de la recevoir dans le podcast Meshi Rojola. Et donc, pour revenir à cette question d'espace virtuel, nous l'avons testé à travers l'expérience du podcast Meshi Rojola que nous avons créé en 2020. Donc, dans le but de repenser, re-questionner les masculinités par un prisme queer et féministe. L'expérience du virtuel et du digital a été d'une grande importance pour nous, justement parce que ça a été une forme de safe space, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer ouvertement, cibler des sujets qui peuvent être assez problématiques, de les discuter ou en parler dans des espaces publics, dans des universités, dans des conférences, mais aussi dans les médias traditionnels. Et donc le fait de pouvoir créer un média alternatif au niveau virtuel nous a permis justement donc de réussir cette expérience. Après, ce que j'aimerais dire rapidement, c'est que je crois qu'il faut quand même faire très attention de ne pas croire que l'espace virtuel est séparé de l'espace public, parce que sont tous les deux liés et c'est-à-dire chacun des deux espaces impacte l'autre. Rapidement, je donnerai un exemple. En 2020, il y a eu une affaire de outing sur les réseaux sociaux, donc sur Internet au Maroc. Et donc, ça a impacté le vécu des individus dans l'espace réel, dans la vie quotidienne, dans l'espace public. Il y a eu donc des lynchages, des voisins qui ont commencé à attaquer leurs voisins et voisines queer, mais aussi dans le sens contraire, c'est-à-dire ce qui se passait il y a longtemps dans un espace fermé, déterminé, dans un espace physique, resté très lié dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qui se passe dans une petite ville, je sais pas, au nord du Maroc, pourrait donc se généraliser par le fait d'être publié sur Internet et donc automatiquement représenter une forme de danger pour les espaces LGBTQI+, au Maroc et peut-être aussi au niveau régional. Donc oui, l'espace virtuel aujourd'hui présente une alternative pour travailler, pour faire un travail d'activiste, pour faire un travail de sensibilisation, d'information, du plaidoyer et de lutte, mais quand même, il reste un espace qui est strictement lié à l'espace physique.
Absolument, merci Sofiane. Enfin, de ma part, je confirme l'importance de l'espace digital parce que aussi c'est un espace de socialisation qui devient de plus en plus primordial pour certaines et certains. Et donc, l'existence du sujet queer ou des individus queer dans cet espace, c'est quand même c'est l'un des objectifs de plusieurs initiatives comme la vôtre. Et donc merci pour cette intervention. J'aimerais bien passer à notre amie Sylvie et lui poser une question par rapport au festival Everybody's Perfect et par rapport aussi aux stratégies, aux politiques du festival concernant la promotion du festival ou par rapport non seulement par rapport à la promotion, mais par rapport au rapport avec l'espace public, parce que le festival Everybody's Perfect, c'est un festival qui se passe dans la ville de Genève, et donc en interaction avec son milieu, avec son environnement. Et donc, Sylvie, si vous pourriez nous parler des liens qui se tissent entre le festival et entre les institutions qui sont présentes et qui agissent dans la ville de Genève, et comment vous négociez votre rapport avec ces institutions et ces acteurs. Merci. Je pense qu'il est important pour un festival de minorité de ne pas rester dans une niche, de ne pas s'adresser uniquement à un public acquis. C'est la raison pour laquelle tout l'objectif est aussi d'être en lien avec les autres acteurs, actrices de la société, que ce soit privé, institutionnel, associatif. Il faut peut-être dire 2 mots sur le cadre de Genève, qui a une réputation internationale très grande, mais qui est géographiquement pas très grande et qui, au niveau de la ville, comporte à peu près 300 000 personnes. Alors, rendez-vous compte qu'il est déjà plus aisé de se croiser et d'être en contact avec les personnes qui travaillent dans des secteurs différents que celui de la culture. Je crois que un des premiers outils pour nous, les organisateurs, actrices du festival Everybody's Perfect, a été de créer un événement de qualité. En tout cas, c'est notre intention de proposer à toute la population un événement de 10 jours avec une programmation variée, avec des films qui vont, on l'espère, acquérir toute la faveur du public, avec des premières, avec des invités pour faire de ces 10 jours de festival un événement vivant. Donc, proposer un événement de qualité de 10 jours à la ville de Genève est quelque chose qu'on peut apporter comme un projet aux institutions. Ensuite, nous avons un dialogue avec les représentants. Si on parle des institutions de la ville de Genève, donc ce sont des personnes qui travaillent au service de la population et qui répondent aux instances et aux lois de la ville, qui doivent donc, quand ils accueillent des organisations comme Everybody's Perfect, elles ont un certain nombre d'exigences, elles ont un certain nombre d'intérêts, que ce soit, ce sont autant de services qui parfois s'occupent des étrangers, de l'intégration des étrangers à Genève, ou qui s'occupent de l'égalité homme-femme à Genève, ou qui s'occupent de l'intégration sociale en général. Donc nous sommes là, en face d'eux, dans leur bureau, tout simplement, après avoir pris rendez-vous, de façon très concrète, et nous leur proposons notre projet de festival avec un certain nombre de films qui correspondent à leurs intérêts. Ensuite, se crée un dialogue sur le choix de notre programmation avec leurs intérêts. Et de fil en aiguille, le projet est constitué et il répond à la fois aux intérêts du festival et à la fois aux intérêts des services de la ville. Ça, c'est pour ce qui se passe avec l'institutionnel.
que ce soit au niveau de la ville ou au niveau de la région de Genève. La région de Genève est à peine plus grande que la ville de Genève, donc il est aussi aisé d'aller à la rencontre de ces personnes. On peut par ailleurs aussi croiser dans des espaces de divertissement, des bars ou dans des espaces de culture. Donc au-delà de ça, à Genève, il y a un certain nombre d'associations et qui sont aussi subventionnées par la ville. Quand je parle des associations, ce sont les associations LGBTIQ+, qui existent depuis longtemps, qui sont quelque part matures au niveau de l'intégration par rapport à l'ensemble des citoyens et des citoyennes, et avec qui nous avons beaucoup d'échanges. Chaque année, il y a un roulement, mais disons que on tente de avoir une synergie qui puisse apporter, que ces associations puissent apporter au festival tout leur réseau, toutes leurs compétences, leur expertise que nous, au festival, n'avons pas forcément. Donc, l'objectif de tout ça est de toucher un plus grand nombre de secteurs, qu'ils soient géographiques, sociaux ou socioculturels, tout simplement. Et je pense que c'est un objectif qui est absolument nécessaire pour que le festival soit pérenne. Parce que le souci des festivals de films LGBT, même s'ils sont bien à tous les niveaux, c'est souvent qu'ils n'ont pas les ressources pour perdurer, pour se prolonger 1 année, 2 années, 10 ans, 15 ans. Everybody's Perfect a commencé en 2010 pour être un événement qui devait durer 1 année seulement. Et il a eu du succès et de fil en aiguille, l'équipe a fait en sorte d'avoir des soutiens. Et ces soutiens ont permis de perdurer dans le temps. Donc voilà, j'espère avoir donné un peu un tableau comme ça. Et je voudrais juste conclure en disant que je crois vraiment que tous les aspects que j'ai cités, qu'ils soient de la qualité de la programmation, qu'ils soient des bons rapports et des bons soutiens avec d'autres organisations, qu'elles soient privées, associatives ou institutionnelles, tout ça fait que l'événement de 10 jours peut exister. Il ne peut pas exister tout seul. Et je crois que la clé du succès d'un tel événement, c'est justement la synergie. Merci Sylvie. Alors donc ce que je retiens de votre intervention, c'est que il faut quand même, ou il est préférable quand même d'établir des liens avec son entourage, avec son environnement, et aussi vous créez quand même, vous suscitez un intérêt chez vos partenaires par rapport à la cause queer, et vous créez de l'engagement de ces institutions à l'égard de la question queer, ce qui est quand même une chose très très formidable. Alors je passe à un autre contexte un peu différent, et celui de la Tunisie, pour poser une question à notre ami Wima. Et maintenant je vais vous poser une question un peu plus générale par rapport au contexte tunisien, et notamment par rapport à la scène culturelle et artistique et médiatique en Tunisie, et l'image de l'individu queer ou du sujet queer dans les médias mainstream ou dans la culture mainstream. On sait bien que l'image que véhiculent les médias mainstream en Tunisie à l'égard des personnes queer, c'est l'image qui domine. C'est l'image qui forge l'imaginaire collectif des Tunisiens et Tunisiennes. Et justement, je voulais savoir quel est le rôle du festival et dans la lutte ou dans la résistance, ou dans la création de narratives alternatives qui s'opposent à la narrative dominante que veut créer les médias mainstream en Tunisie. Alors, bon, malheureusement, dans
les médias tunisiennes. Donc, comment on représente la communauté queer, c'est de façon à affirmer les différents types de stéréotypes et d'une façon à présenter un personnage qu'on se moque de cette personne. Donc, par exemple, il y a un feuilleton tunisien très, très bien connu. Il y a une personne queer dans ce feuilleton et le caractère queer, le personnage queer dans ce feuilleton, c'est un homme gay, donc c'est un homme très efféminé, tout le monde se moque de cet homme et donc c'est une blague en toute sorte, on le représente comme étant une blague. Et déjà, dire le mot LGBT et utiliser les termes, les bons termes en arabe, ça n'existe. Ça manque beaucoup pour ne pas dire que ça n'existe pas, mais c'est vraiment très, très limité dans les médias et dans tous les programmes tunisiens qu'on peut voir de nos jours. Donc, on essaye de présenter un alternatif et de représenter la communauté de la bonne manière, de la bonne façon, et de présenter les histoires et le vécu de la communauté, la réalité de la communauté. Déjà, chaque année, Mawjoudine, avec le festival, on fait une sélection d'un scénario et on contribue dans la production d'un court-métrage qui parle de la communauté de la communauté queer. Donc c'est une histoire qui est écrite et produite par la communauté de la région pour la communauté de la région pour au moins donner cette bonne représentation, cette représentation saine qui est lancée de notre vie et de notre réalité, de notre vécu. Aussi, c'est pas seulement limité aux médias tunisiennes, je peux dire aussi que c'est limité à la scène cinématographique en général. Donc, en voyant les films, déjà dans le club dont j'ai parlé, s'il existe, d'habitude, il y a toujours des films européens, des films de l'Amérique et tout. Et donc, il y a un très manque de la représentation de l'histoire et de la réalité de la communauté de la région sud du monde. Donc, ce festival, il présente un espace pour que les artistes, ils présentent leur travail et que les jeunes et la communauté, elles trouvent un espace pour voir ces films et voir cette alternative pour au moins voir un film où on peut avoir une connexion avec l'héros ou l'héroïne et de voir nos histoires et de voir notre réalité, de nous voir nous-mêmes dans un grand écran, ce qui est vraiment quelque chose de très, très merveilleux, je veux dire. Et donc, d'habitude, quand je parle du festival, je dis que le festival en lui-même, c'est un exploit et c'est vraiment quelque chose qu'on doit célébrer tout le temps parce que ça donne cette alternative, que ça représente un espace pour montrer la vraie communauté et pour montrer les vraies histoires de la communauté de la région. Voilà. Merci Wima, merci. Alors donc je passe à Sofiane pour parler d'un contexte voisin avec un peu plus de similarité. Et donc je vous pose une question par rapport à l'idée même de cette table ronde et qui est l'effacement ou l'invisibilisation. On parle souvent d'invisibilisation des sujets queer ou des individus queer, de nos histoires, de nos récits. Et dans votre travail, justement, vous retracez ce phénomène d'effacement, cette pratique de vouloir effacer les traces de l'existence queer dans la région. Et donc, j'aimerais bien savoir comment vous allez à la recherche des traces de la culture queer. Donc, à vous la parole. Tout à fait. En fait, le travail sur la culture queer marocaine a été une des
première activité réalisée par le collectif Elil. Il s'agissait d'une étude justement sur ce que c'est tout d'abord une culture queer marocaine, ou plutôt des cultures queer marocaines, parce qu'on est toujours dans une approche de diversité. Oui, c'est un sujet quand même qui est assez lourd, qui fâche pas mal, et puis qui s'impose aujourd'hui justement par la présence des activistes queer du Sud, et donc justement qui prennent la parole, qui revendiquent leur propre vision des choses. Donc tout d'abord, pourquoi pour parler de l'effacement de la culture queer marocaine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne se cache plus aujourd'hui, c'est prouvé par les recherches scientifiques, par les recherches des historiens et historiennes, mais aussi par les activistes LGBTQI+, dans le monde, que la colonisation, l'effacement des archives était quand même un outil de la colonisation là où elle passait, ou là où elle venait, c'est-à-dire tous les pays colonisateurs dans le passé utiliser l'outil de l'effacement pour raconter une autre histoire des choses. Ça, c'est quelque chose. Moi, je me réfère ici, par exemple, à la féministe historienne Françoise Vergès, qui travaille sur ça, qui a déjà travaillé sur ça et continue à travailler sur l'effacement des cultures. Et pour revenir à la culture queer marocaine, donc effectivement, il y a très peu d'histoires. Il y a justement très peu d'histoires qui datent, qui racontent cette culture-là. Attention, ça ne veut pas dire que c'est des choses qui n'existent pas, mais il y a très peu d'éléments, des outils, des histoires qui sont racontées, et c'est dû à l'effacement. Mais là, encore une fois, je me réfère à la féministe Françoise Vergès, qui parle en fait des fragments d'histoire. Il dit là où il s'agit d'effacement des histoires, les fragments des histoires font l'histoire. Et donc, nous, au sein du collectif Elil, nous nous sommes référés à ces fragments d'histoire qui font cette culture queer marocaine, justement pour résister à l'effacement, pour créer un archive qui n'a pas été fait auparavant. Et aujourd'hui, encore heureux qu'il existe, c'est-à-dire on a Internet, on a accès à beaucoup d'outils. Donc, pour ne pas rester beaucoup dans la théorie, je donnerai des exemples. Au Maroc, il y a par exemple beaucoup de films, il y a de la littérature, il y a beaucoup de livres qui racontent cette histoire queer marocaine. Je me réfère par exemple à un livre de Tahar Benjelloun qui a eu le prix Goncourt, un des plus grands prix, et donc qui retrace l'histoire d'une personne queer dans un contexte marocain pré-colonisation, et qui raconte le vécu de cette personne-là avec toutes les oppressions qui pourraient exister, mais aussi avec cette possibilité ou cette capacité à exister dans des années où, c'est-à-dire même dans d'autres pays aujourd'hui, où il est complètement légal de vivre librement sa sexualité, etc. Ça n'existait pas. Et donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi, c'est-à-dire la présence des personnes trans dans l'espace public. C'est aussi quelque chose qui est documenté, on le voit dans la littérature, dans des films. Il y a un film magnifique d'un réalisateur marocain qui s'appelle Hicham El Esri, et donc qui montre dans son cinéma comment les femmes trans et les hommes trans occupaient l'espace public dans la journée, au quotidien. Après, c'est discutable à quel point, quelle justice sociale a été établie dans ce contexte-là, mais déjà là, on parle d'existence. Et donc, toutes ces histoires-là font aujourd'hui partie de la culture queer marocaine qui devrait exister. Donc, notre travail, nous, aujourd'hui, en tant qu'activistes, mais pas que, c'est-à-dire même les chercheurs, les historiennes, les historiens, les réalisateurs, les personnes qui font le métier enfin, toutes les personnes qui ont accès à ces histoires-là, à ces archives-là, peuvent l'utiliser pour résister à cet effacement de toute culture
voilà, donc opprimés, dominés au nom de la mondialisation. Je suivais tout à l'heure la conférence, justement, on parlait de ça, c'est-à-dire il y a d'autres histoires queer qui méritent aujourd'hui d'être racontées. Et pour revenir au point de départ, aujourd'hui, on a les outils pour le faire, c'est-à-dire à travers Internet, en faisant. Et c'est aussi, si tu permets, Roja, donc de rappeler que accéder à ces histoires-là, c'est aussi un outil pour lutter contre les LGBT-phobies. C'est-à-dire, par exemple, moi je parle du contexte marocain, un des arguments les plus utilisés pour attaquer les personnes queer au Maroc, c'est que c'est quelque chose qui vient de l'étranger, vous répondez à des agendas étrangers, etc., en disant que c'est quelque chose qui ne fait pas partie du tout à notre culture. Je crois aujourd'hui donner accès à ces histoires queer locales marocaines qui nous concernent pourrait être utilisé comme un remède et donc pour finalement expliquer à toutes les Marocaines et à tous les Marocains que la diversité sexuelle et la pluralité de genre est quelque chose qui fait partie de notre ADN, qui fait partie de notre identité marocaine plurielle. Merci notre amie Sofiane pour cette intervention. C'est très instructif. Enfin, moi, j'ai eu un plaisir énorme à vous écouter. J'aimerais bien vous écouter davantage. Et je passerai à notre amie Sylvie aussi pour nous parler du festival queer Everybody's Perfect et son impact sur la ville de Genève, sur le paysage. Et parce que je sais quand même qu'il y a un travail sur l'espace public qui se manifeste dans plusieurs stratégies. Parmi ces stratégies, il y a la promotion du festival ou la communication propre au festival, qui est quand même un moyen de lutte à part entière, à mon avis. Parce qu'elle fait ancrer aussi l'individu ou le sujet queer dans l'espace public. Si vous pouvez nous parler du travail que vous faites sur l'affichage urbain dans les éditions précédentes ou bien prochainement. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Sofiane. C'est que le travail ici en Europe est aussi de revisiter avec un filtre queer les histoires qu'on n'a pas racontées. Et au festival l'année passée, par exemple, on a fait une visite du musée d'art et d'histoire de Genève à travers justement des lunettes queer afin d'aller dénicher tous les aspects des œuvres que les historiens avaient laissées dans l'ombre. Et c'était 2 ou 3 visites guidées qui ont assez bien marché. Mais tout ça, c'était pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller, en effet, chercher tous les fragments de nos histoires queer, LGBTQ+, sur des siècles et des siècles. Voilà. Alors, pour revenir à la question de l'affichage dans l'espace public, il est vrai qu'on a tendance à penser, nous, les organisatrices du festival, que déjà, si on parle du festival et si on voit la vitrine du festival à l'extérieur des cinémas, c'est déjà quelque chose de gagné. C'est déjà une inscription, c'est déjà la preuve qu'on existe et qu'on fait des événements qui sont de qualité, qui durent 10 jours et qui ont une programmation conséquente. Donc, moi, je suis déjà contente si il y a des articles, si les affiches sont quelque part dans la rue, sous les yeux de personnes qui, peut-être pour la première fois, entendent parler même du mot lesbien, du mot queer ou du mot transsexuel et qui ne savent pas ce que c'est, et qui vont peut-être déjà se poser une question. Je pense que c'est déjà un premier pas. Et puis, la question d'être dans l'espace public est une question de communication, une question existentielle.
Parce que même si tout à l'heure on disait que, voilà, on est presque à l'égalité des droits, on a encore une votation prochainement, vous le savez, pour le mariage pour tous et toutes en Suisse. Même s'il y a ça, il y a encore des agressions dans la rue. Il y a des agressions dans les espaces festifs, qui sont des agressions à caractère homophobe, lesbophobe ou transphobe. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour occuper cet espace au même titre que les autres et en toute sécurité. Alors, pour revenir au festival, comment nous, on agit? La première chose qu'on a faite, quand on a repris le festival, la dernière équipe, c'était de se dire, déjà le festival existe, mais rendons-le encore plus brillant, plus séduisant, enfin autant que possible, autant qu'on peut le faire, nous. On a créé un logo qui, pour moi, est quelque chose qui est fondamental. C'est d'avoir une vitrine qui soit un peu séduisante. Alors, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que je pourrais partager l'écran? Je sais pas, Ferdinando? Non. Bon, hop, voilà. Ça, c'est le logo qu'on a créé. On a fait une référence au cinéma. C'est-à-dire qu'il ressemble à un générique de vieux film. Et puis, par la suite, on a la chance à Genève d'avoir une politique culturelle qui est très démocratique et qui est finalement peu coûteuse, si bien que, alors là je partage, alors je vais faire ça. Je crois que je dois régler mes paramètres, c'est embêtant. Bon, je vais pas le faire parce que ça va me prendre du temps. Je sais pas comment on fait. Bon, alors, la ville de Genève est jonchée de panneaux publicitaires qui sont sur lesquels il y a des réseaux culturels. C'est bien que nous, on peut mettre nos affiches, moyennant un coût tout à fait modeste. On peut mettre les affiches du festival dans plusieurs quartiers de la ville. Et ça, c'est déjà très important pour nous de le faire. On aimerait évidemment avoir plus de moyens pour être plus visible. Il y a des festivals de films à Genève qui ont des grands drapeaux devant la gare centrale, qui sont très coûteux. On peut pas se permettre de faire ça aujourd'hui, mais ce qu'on peut se permettre de faire est évidemment déjà extrêmement bien. Et puis, nous avons un autre projet que je peux pas encore dévoiler parce que c'est un projet qu'on vise pour 2022, mais qui est un projet de photographie exposée le long des quais à Genève. Donc Genève entoure une rade qui est le lac Léman et on a des quais magnifiques qui attirent beaucoup de touristes. Et sur ces quais, où se baladent autant les touristes que les familles genevoises, sont disposés de façon ponctuelle des grands panneaux et qui sont à la disposition d'associations qui ont les moyens de se payer ces panneaux. Et pendant un mois, donc, le projet du Festival Everybody's Perfect est d'être exposé là, sur les quais de Genève, avec des sujets queer. Je ne vous en dis pas plus, on espère que ça va se passer, puis on vous fera la surprise. Mais disons que pour nous, voilà, l'idée, l'objectif est d'être le plus brillant possible, le plus fier possible, là où sont parfois toutes les autres catégories de la population. Sur ce même quai, je me souviens avoir vu une exposition cofinancée par l'ONU dont le thème était les familles. Et c'était des familles des quatre coins du monde, de très belles photos avec plusieurs générations. Pardon. Et puis, c'était en 2004, je crois, et il n'y avait aucune famille LGBT. Et donc, en 2022, on espère pouvoir être là, présent, pour montrer d'autres types de modèles, d'autres types de représentations à tout un chacun, toute une chacune dans l'espace public.
Voilà, et puis l'espace public, c'est aussi les médias, c'est aussi les réseaux. Donc, comme je vous le disais, notre stratégie, c'est si possible d'utiliser les réseaux de nos partenaires. Et puis ça, c'est aussi très important, c'est le plus possible d'être dans les télés locales, dans les médias traditionnels locaux, d'avoir aussi une activité sur les réseaux sociaux qui soit la plus grande possible. Voilà, tout ça on fait avec peu de moyens, donc on n'est pas à la hauteur de grands autres festivals parce que on manque de ressources humaines pour agir dans ce sens. Mais on pense que c'est important et on le fait le plus possible. Et puis, voilà ce qui se passe à Genève. Je suis ouverte à d'autres questions. Je ne veux pas trop m'étaler, mais je voudrais vous exprimer aussi toute mon admiration à vous qui êtes en Tunisie et au Maroc, parce que agir dans un milieu homophobe où il y a des lois homophobes ou transphobes, c'est différent que d'agir dans un pays où on est plus tolérant ou voire acceptant. Et je vous envoie beaucoup de bonnes énergies pour continuer votre travail. Et puis, on sait que les petits pas font des grands pas. Voilà. Merci, chère Sylvie. Et je dirais, juste pour rebondir à cette question d'affichage urbain, aussi parce que je suis publicitaire, et donc on est souvent bombardé par des images qui viennent de ces grands panneaux de l'affichage urbain, et là où l'individu queer, où le sujet queer n'a pas lieu d'être. Et je trouve magnifique cette idée de s'arracher une place sur ces panneaux. Donc je salue très très bien cette idée, je la trouve magnifique. Justement, pour enchaîner, je vais revenir à notre ami Wima pour parler des défis sécuritaires en Tunisie et les politiques que le festival met en place pour justement négocier cette dualité sécurité, visibilité. On sait très bien que le contexte en Tunisie ne permet pas autant de choses, je ne sais pas qu'en France ou qu'en d'autres parties des pays francophones. Et donc, ma question est, comment vous faites, comment vous organisez le festival pour qu'il soit quand même, pour qu'il réponde à des questions sécuritaires ou à des soucis sécuritaires, tout en gagnant en visibilité? Merci bien, Roja. Alors, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Juste pour donner, pour expliquer un peu le contexte tunisien. En Tunisie, on a le code pénal. Il y a la loi 230 qui criminalise l'homosexualité et qui dit que c'est puni par la loi. Et on a la loi 220 bis aussi qui est utilisée généralement, principalement contre la communauté trans. Et ça dit que c'est atteinte à la pudeur et cross-crossing. Donc voilà. Déjà, notre existence en Tunisie, on va dire que c'est illégal, entre parenthèses. Et en même temps, on nous pose la question, on se dit comment alors qu'on est illégal, on arrive à organiser un festival queer. Donc, puisqu'on est une organisation, déjà on a le droit d'organiser un événement culturel. Donc, c'est un événement culturel. Donc, ça c'est déjà c'est bien, c'est permis. On a le droit d'avoir ce festival, mais il n'est pas annoncé publiquement que c'est un événement pour la communauté queer. Aussi, ce qu'on fait, on a beaucoup de mesures sécuritaires qu'on prend pour assurer la sécurité de tous les gens, les participants, les participantes, les invités et toutes parties prenantes du festival. Donc, toutes les informations sur le festival, comme l'affiche, la date et tout, sont communiquées sur nos réseaux sociaux.
mais le lieu du festival n'est pas annoncé publiquement pour assurer cette sécurité. Donc, on essaie, entre parenthèses, de vérifier l'identité des gens qui vont assister au festival. Donc, tout simplement, on demande aux gens de remplir un formulaire ou bien de nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux pour savoir et pour connaître c'est qui exactement. Et par la suite, juste pour ne pas trop rentrer dans les détails, ces personnes-là, ils ont accès à un bracelet qui va leur donner accès au festival et toutes les activités et les événements qui sont liés au festival. Et parfois, on peut nous demander ou bien critiquer ou bien dire une remarque que ça donne une image un peu exclusive au festival. Donc, les gens qui vont participer, ils doivent avoir ce bracelet. Mais en fait, l'événement est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, c'est annoncé sur nos réseaux sociaux. Mais c'est vraiment très primordial de s'assurer de l'identité, de la présence des bons gens qui vont participer au festival. On a aussi des agents de sécurité dans les portes de toutes les salles de cinéma et de n'importe quel lieu où il y aura une activité liée au festival, juste pour vérifier la présence de ce bracelet et de vérifier que cette personne a vraiment le droit d'accéder au festival. L'idée seulement, c'est qu'on essaye dans le futur de ne pas avoir l'événement vraiment centralisé dans le capital et de travailler, si on aura les ressources financières, bien sûr, parce que c'est vraiment très limité, d'avoir les ressources financières pour pouvoir organiser au moins des petits événements dans d'autres régions de la Tunisie. Donc voilà. Merci, je vous remercie, Wima, et toutes les intervenantes. Je pense qu'il est temps d'avoir notre dernière rubrique, d'avoir les questions du public. J'espère avoir assez de questions pour étaler cette discussion. Et je passerai à notre amie Carolina. Je ne sais pas, est-ce que les questions sont prêtes? Oui, alors nous avons 3 questions. Je vais peut-être lire toutes les 3 questions ensemble parce que les questionnements se croisent et puis vous allez chacune répondre. Alors, la première question, comment décoloniser nos cultures sans perdre les liens qui nous unissent à travers la langue et la culture française? Ça, c'est la première question. Deuxième question, qui s'adresse à toutes et tous les intervenants, intervenantes. Comment voyez-vous l'avenir de vos festivals et de la visibilité de la culture queer? Êtes-vous optimiste pour le futur? Puis nous avons une troisième question. Comment queeriser nos cultures, les revisiter sur l'angle queer sans risquer de les dénaturer avec un regard d'aujourd'hui, donc forcément anachronique par rapport aux réalités d'autrefois. Voilà les 3 questions du public. Donc, à vous de répondre. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je peux relire les questions si ce n'est pas clair. J'espère qu'on n'a pas de soucis techniques. Voilà, peut-être il y a un petit souci technique. Donc, allez-y, répondez librement aux questions, prenez la parole sans hésiter. Alors, je crois que nous avons en ce moment un problème technique de gestion. Ah non, voilà. Alors, est-ce que je dois relire les questions
Je ne sais pas si vous pouvez nous transmettre les questions par écrit parce que nous avons le regret et nous n'avons pas pu entendre notre chère amie voilà, Carolina. d'accord. Et en attendant d'avoir les questions par écrit, si une ou un des intervenants veut avoir la parole pour rebondir ou pour nous parler Sylvie? En attendant les questions, je voulais vous dire que au festival, on essaye de montrer un maximum de films du monde entier. On essaie d'avoir un panorama large, le plus large possible. Et puis, on a montré des films du Kenya, du Pakistan, de Tunisie, par exemple. L'année prochaine, au mois d'octobre, on aura des films de Beyrouth. Et l'objectif, c'est aussi d'aller déceler les récits qui sont produits dans ces pays-là où la visibilité et la vitrine n'est pas permise. Et donc, on espère qu'on en reçoive le plus possible. Chaque année, on est plus qu'attentif. On cherche activement des films des pays qui ont de la peine à pouvoir se raconter chez eux. Donc, c'est aussi un appel que je fais pour, si vous voulez nous soumettre, si vous connaissez des œuvres, qu'elles soient des courts-métrages, des longs-métrages, nous sommes ouverts aussi à ça. Et on adore, en fait, parce que c'est vraiment des fenêtres sur le monde et on découvre des choses, on découvre des réalités. Et je crois que c'est aussi le rôle d'événements en Europe où les libertés sont un peu plus grandes, que de montrer des œuvres de personnes d'artistes, d'auteurs, d'autrices qui ne peuvent pas montrer leurs œuvres dans leur pays. Je trouve que c'est un facteur d'un événement très important et ça permet de renforcer, de donner du courage aux personnes qui s'expriment ailleurs. Voilà, je rends la vidéo. Je crois que vous avez maintenant dans votre chat merci Sylvie, merci pour cette invitation. Aussi le but d'échanger entre personnes du Sud et du Nord, aussi d'avoir des occasions pour faire des partenariats ou pour collaborer sur des projets pour le bien collectif. Alors, je vais vous lire les questions. Je commence par la première question du public. Et si quelqu'un veut répondre, comment décoloniser nos cultures sans perdre le lien qui nous unit à travers la langue et la culture française? Si quelqu'un veut répondre à cette question, je pense à Sophie. Oui, merci. Merci, Roucha. Oui, j'aimerais beaucoup répondre à la première question. Et donc, oui, en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est d'abord que, en fait, la culture française ou la langue française fait partie de l'histoire du Maroc, c'est-à-dire l'époque coloniale, a fait partie de l'histoire du Maroc. Et donc, c'est un élément très, très important aujourd'hui dans la société marocaine. Le français fait partie de la culture marocaine et de la société marocaine. Il y a des écrits magnifiques, justement, qui racontent cette histoire cuir marocaine et qui se font en français. Je l'ai cité tout à l'heure, j'avais cité Tahar Njloun, je citerai bien sûr le grand écrivain Abdelatta qui fait un travail énorme sur justement la culture cuir marocaine et raconter une autre histoire sur l'homosexualité, sur la diversité sexuelle, sur l'histoire queer en français, mais avec une réalité marocaine. Je crois que, en fait, l'un n'annule pas l'autre, parce que raconter les histoires queer, les revisiter, le faire en français, c'est aussi
une façon d'assurer une justice sociale pour les personnes LGBTQI+, au Maroc ou, je crois, dans tous les pays du Sud ou les pays qui ont vécu une colonisation française. Parce que je le rappelle, jusqu'à aujourd'hui au Maroc, par exemple, le français continue à jouer un rôle de validisme, c'est-à-dire même au sein de la communauté LGBT queer au Maroc aujourd'hui, il y a des personnes LGBTQI+ valides parce qu'ils parlent en français et donc ils ont accès à certains espaces, même sur les applications des rencontres, etc. Et puis il y a les autres qui ne parlent pas la langue et du coup ils vivent comme une sorte d'exclusion. Voilà, de la communauté LGBTQI+. Donc, je crois aujourd'hui démocratiser le français et la langue française, c'est aussi un outil de justice sociale et d'intersectionnalité. Donc, si je peux dire ça, parce que le français a besoin d'être démocratisé. Il pourrait appartir à toute la société marocaine, d'ailleurs queer ou pas. Comme toutes les langues, comme la langue marocaine, et je pense que ça c'est très important parce que ça peut être un outil de faire du plaidoyer même au niveau de la francophonie, c'est-à-dire rendre une langue accessible à tout le monde est un outil pour raconter beaucoup d'histoires queer. Et donc, c'est un outil de justice sociale. Donc, je ne crois pas qu'à travers la langue française, il y a un lien qui se perd quand il s'agit de culture queer marocaine, mais il peut, justement, la langue française pourrait être un outil pour raconter ou promouvoir cette richesse culturelle queer au Maroc et dans tous les pays du Sud. Merci Sofiane. J'ajouterai un petit mot parce qu'aussi on nous pose souvent cette question, pourquoi parler la langue disons du colonisateur, aussi parce que le français est une langue qui est associée au savoir et ce savoir peut s'avérer souvent universel et que tout le monde doit y avoir accès. Par exemple, quand on lit, je sais pas, les philosophes des Lumières, et on a le droit d'avoir accès à ce savoir en français et à s'exprimer en français, à exprimer nos vécus, notre réalité en français, aussi pour la communauté maghrébine ou la communauté nord-africaine ou tout le sud francophone qui visite le nord et qui vit cette réalité en diaspora et qui a aussi qui doit avoir le droit d'exprimer leur vécu en français dans la langue où elles peuvent communiquer dans ces territoires. Donc je pense le temps est un peu très, très contraint. Donc, je passe à la question suivante, qui est en rapport normalement avec la question précédente. Donc, Guillaume Mandicou nous pose cette question. Comment queeriser nos cultures, c'est-à-dire les revisiter sous l'angle queer, sans risquer de les dénaturer avec un regard d'aujourd'hui, donc forcément anachronique par rapport aux réalités d'autrefois? Qui veut répondre à cette question? Moi, personnellement, je pense à Sylvie, parce que Sylvie nous a parlé de queerisation, le fait de queeriser la culture. Moi, je parlerai pas en tant que spécialiste, mais je parlerai en tant que, évidemment, programmatrice de films et un peu connaisseuse de culture quand même. Je crois que dans tous les domaines, on peut aller dénicher justement des réalités queer qui n'ont pas été révélées. Et je crois que on peut faire un travail interdisciplinaire sans jamais oublier
les experts ou les expertes sur certains sujets. Et notamment, on peut très bien allier la sensibilité artistique d'un cinéaste qui veut parler du passé au regard d'un expert ou d'une experte sur cette période du passé. Je crois qu'il est toujours bon d'aller voir deux aspects. Et si on a à la fois un regard scientifique et un regard sensible, je pense qu'on peut très bien raconter à nouveau l'histoire sur tous ces aspects queer qu'on a cachés. Et voilà, mais évidemment, d'un point de vue anthropologique, ethnographique, nous sommes des êtres vivants du XXIe siècle, et puis on aura un regard d'êtres vivants du XXIe siècle. Mais évidemment, il y a quand même beaucoup d'outils intellectuels et scientifiques et d'historiens et d'historiennes pour avoir un regard critique et mettre en perspective notre anachronisme. Mais juste pour conclure, je crois que tous les champs académiques devraient s'ouvrir et devraient ouvrir ces fenêtres queer sur toutes les réalités qu'on étudie à l'université. Et évidemment, ça se fait, et ça se fait de plus en plus. Et puis, la société évolue, comme la langue évolue, et je pense qu'on va y arriver, avec des conférences comme celle d'aujourd'hui, par exemple. Merci Sylvie pour cette réponse très concise. Et donc, je passerai à la question suivante. Alors, donc, comment voyez-vous l'avenir de vos festivals et de la visibilité de la culture queer? Êtes-vous optimiste pour le futur? Je pense Wima pourra nous répondre à cette question. Donc, alors, est-ce qu'on est optimiste? On est toujours optimiste. Déjà, c'est notre seule solution, entre parenthèses. On doit toujours être optimiste pour le futur. Sinon, comment on voit le festival? Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on espère vraiment avoir les moyens pour pouvoir décentraliser, entre parenthèses, le festival, et d'avoir des éditions dans d'autres régions de la Tunisie. Et pourquoi pas, comme Sylvie a dit, un jour avoir des affiches partout dans la rue, dans des espaces publics, qu'on peut voir l'affiche du festival, et que ce sera vraiment quelque chose de plus ouvert et de plus public aux gens. Voilà. Merci Wima, merci pour cette note optimiste à la fin. Et alors maintenant, je vous remercie tous et tous pour ces interventions très riches, très authentiques et très sincères, pour votre présence, pour le savoir que vous avez contribué lors de cette table ronde. Et je passerai la parole à notre chère amie Carolina pour vous faire la conclusion et pour dire le mot du salut. Merci. À mon tour de vous remercier pour avoir animé cette table ronde très intéressante. Et donc, merci à Roja, merci à Sylvie, à Wima et à Sofiane. J'espère que nous pourrions trouver d'autres occasions pour prolonger ces discussions et aussi ces partages des pratiques et points de vue, perspectives différentes. Je crois qu'il y a deux questions que vous avez évoquées, qui ont été pendant cette table ronde un peu les deux fils rouges. La première question est la question de la représentation. Donc la question de comment créer un espace à nous, pour nous, comme a dit Wima. Donc aussi comment faire circuler des narrations alternatives, des narrations autres,
La deuxième question, c'est la question de l'espace public. Donc, comment occuper l'espace public, comment l'arracher, comment faire place dans l'espace à ces diversités. Nous avons aussi vu que l'espace public, il se compose d'un espace physique, mais aussi d'un espace virtuel qui est tout aussi important et qui est très vivant aujourd'hui et qui permet à des subjectivités, des identités de s'exprimer et d'exister. Donc voilà, sur cette réflexion, je vais clore cette table ronde. Encore merci aux participants, participantes. Et voilà, en prochaine occasion. Et à demain pour la suite de la programmation dans le cadre de cette conférence internationale Égide ici à Genève. Merci beaucoup.